Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un podcast Bat Reviews, destiné aujourd'hui à nos lectures Batman parues chez Urban Comics au mois de juin 2025. Moi, c'est Nico, je suis accompagné de 3 autres membres de la team Batman Legend. Vous en avez l'habitude puisque Benoît est là. Salut à tous et à toutes. Ainsi que Kevin. Salut. Et Siegfried. Salut tout le monde. Siegfried, j'ai préparé l'alerte, je te le dis de suite. J'espère qu'elle Ça va servira sonner. pas, hein, tu peux la laisser. Mais voilà. Pour Poison Ivy, bien au chaud. Je l'ai préparé. Vous me connaissez si bien. Avec tout mon positivisme incarné. Bref, les amis, on est réunis pour parler de toutes ces reviews, toutes ces lectures Batman de ce mois de juin. Et on va entamer tout de suite par l'une que j'attendais quand même plutôt pas mal de mon côté. C'est l'arrivée de Tom Taylor et Michael Ranin sur Batman Ghost of Gotham, c'est Detective Comics en VO. Et je vais donner la parole à Benoît pour qu'il nous présente ce récit. Oui, alors merci d'avoir prononcé le nom du dessinateur parce que je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Michael Ranin. Donc c'est un dessinateur qu'on avait vu déjà œuvrer avec Tom King, si je ne dis pas de bêtises, sur Batman Rebirth. Absolument. Exactement. Et donc on retrouve enfin, j'ai envie de dire, un Tom Taylor sur Batman, hein, puisque c'est un peu la consécration. Il est rentré par la petite porte et puis il a gravi les échelons jusqu'à arriver à Detective Comics. Enfin pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans ce récit ? On a un Batman qui commence un petit peu à boiter, hein, et il y a une vieille connaissance qui vient le voir en lui disant « Hey, ça te dirait pas d'être jeune à nouveau ?» Et il va dire « allez, pourquoi pas, je me laisse tenter. Mais juste un doigt d'abord. » et entre parenthèses, à côté, il y a des meurtres de jeunes délinquants qui se produisent à Gotham. Et donc, on va voir tout ça, évidemment, à un moment donné, s'imbriquer. Pour donner mon avis plutôt rapide, c'est une bonne lecture. J'ai bien aimé. Voilà, on retrouve certains méchants iconiques de l'univers de Batman. Ça se laisse bien lire, honnêtement. Puis c'est une bonne dans la continuité. C'est un bon détective comics dans la continuité. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans la continuité, on n'a pas toujours été très très bien lotis ces derniers mois, voire années. Kevin, quel est ton avis, toi, sur Ghost of Gotham ? Moi, je rejoins Benoît là-dessus. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un bon récit de Batman parce qu'après Chip Zdarsky, moi, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus du tout. Donc là, ça fait du bien un peu d'avoir la version un peu de Tom Taylor. Où, à la voilà, différence, c'est vrai que le récit de Zdarsky était dans la continuité, enfin dans le récit Batman principal. Là, on est sur Detective Comics, mais c'est vrai que les deux principaux récits qui s'articulent autour de Batman. Ouais. Moi, ce qui m'embête, c'est c'est vrai que qu'on j'ai n'a pas pas lu eu Nocturne, Hutch. c'est pour ça que je l'ai oublié. Ouais. Ouais. De quoi, Benoît ? Non, je disais, c'est quoi, on n'a pas eu Hutch après Zdarsky. Je pensais que tu parlais de Silence de Hush. Oui, on a Hush le mois prochain. Moi aussi, j'étais sur Batman Hush. Voilà, en VO, Batman Silence et Batman Hush. Je me suis dit, il y a un truc avec Batman Hush. Non, ok. Non, bah, écoute, c'est pour le mois prochain. Voilà. Ouais. Ok. Donc non, très bonne lecture pour moi, franchement, grosse surprise. Je m'attendais pas à un aussi bon récit de la part de Tom Taylor. Je trouve qu'il a plutôt bien compris le personnage de Batman, contrairement à Zdarsky du coup, et à Ramvé du coup aussi. Mais c'est vrai que si on a détesté Là, comme c'est moi le moment où le il Chip trahit tout le monde. C'est vrai que si comme moi on a détesté le récit de Zdarsky et de Ramvé, celui-là ça remonte clairement le niveau. Et j'ai beaucoup aimé aussi la relation qu'il est. Enfin, je m'attendais uniquement à voir du Batman, mais on voit également du Robin. Il fait bien équipe avec Robin. D'ailleurs, franchement, Robin là aussi, on le voit bien. Il est bien présent dans le récit. Il y a aussi Oracle. Il y a d'autres personnages aussi que j'ai oubliés. Il y a pas Nightwing qui apparaît. Il apparaît pas. Il a assez parlé de Nightwing. Mais sinon, non, franchement, bonne histoire où il y a du sang, il y a des meurtres, il y a un bon méchant qui est plutôt intéressant à découvrir. Aussi
le passé des parents, enfin comment on peut dire, le passé des parents de Bruce Wayne, qui est en lien avec cette histoire du coup qui est au présent. Et du coup, j'ai trouvé que ça vachement intéressant, vachement bien mené, je trouve, ce, ce nouveau, on va dire, récit, je pense, sur les parents de Bruce Wayne, ce que le père a vécu, tout ça. Enfin, et voilà, il y a toute une intrigue aussi qui parle là-dessus. Donc, non, pour moi, franchement, très, très bon récit. Et au niveau des dessins, j'aimais pas du tout le style de Michael Hanning avec Tom King. Je trouvais que ça faisait un peu trop carré, voilà. Et là, je trouve qu'il s'est un peu plus amélioré. Il y a un léger trait, surtout au niveau de la colorisation aussi, qui aide beaucoup. Donc, non, pour moi, voilà, c'est un très bon récit. Très bon récit. Siegfried, pour toi, enfin. Bah moi forcément je suis plus dubitatif, vous avez l'habitude, si les gens Oh, aiment c'est que moi j'aime pas. Siegfried. Bon, déjà je rappellerai que le premier tome de Zdarsky on avait quand même plutôt correctement aimé, et là forcément Oui. ça semble rehausser parce qu'on arrive après quantité de tomes à la fois dans les Batman Comics, des Detective Comics où ça devenu vraiment insupportable de longueur, mais c'est parce qu'à chaque fois ça durait 5 tomes je crois à chaque fois, donc forcément on était dans une espèce d'épuisement de temps de médiocrité, mais globalement ça commençait quand même de façon plutôt prometteuse. Donc là je trouve qu'on s'enthousiasme un peu vite sur ce qui n'est qu'un premier tome. Est-ce que c'est tellement meilleur que le premier tome de Zdarsky par exemple? Je suis pas tellement sûr. Le concept au début est intéressant parce qu'effectivement revenir à Thomas Wayne avec cette idée qu'en tant que chirurgien, il sauve la vie de quelqu'un qui va devenir important par la suite. C'est pas mal parce que justement le lectorat est maintenu en haleine par la question de voir si Taylor dès le début va essayer de réécrire le mythe de Batman, à quel point il va s'imposer ou à quel point il va quand même respecter le lore tel qu'il est déjà établi. Donc ça intrigue, même si je trouve qu'après c'est résolu de façon un peu rapide et bon finalement ça n'aura aucun impact sur les tomes suivants. Donc c'est vraiment plus un gadget pour happer le lectorat pendant les quelques premiers fascicules et oublier ça après. Bon, soit pourquoi pas. Il y a quand même un relatif manque de subtilité. En gros, il y a 2 fois 2 nouveaux personnages. Est-ce qu'il faut faire un lien entre eux? On ne vous le dira pas, mais enfin, c'est quand même pas très subtil. Et puis, bon, il y a une confrérie du Saint Graal et on inocule à Batman une espèce de sérum de sang Gréal, en précisant bien, attention, sang Gréal, c'est un rapport avec le Saint Graal, subtil. Est-ce qu'il y a un lien entre le Saint Graal et le Saint Graal? Attention, on le dira pas. Bon, et globalement, ça avance beaucoup comme ça par coup d'énormes coïncidences. On découvre le nom de la grande méchante parce que le pingouin dévoile tout à coup que grâce à ses relations, mais il n'en dira jamais plus, il a obtenu le nom de la méchante. Comment est-ce qu'il a obtenu? Par quelles relations? Comment est-ce que ces relations sont au courant? On ne le saura pas. Enfin, je trouve que pour un premier tome avancé avec autant de grosses ficelles narratives, c'est étrange parce que Tom Taylor, comme vous l'avez dit, c'est un peu l'aboutissement de sa carrière. Enfin, ça fait quand même des années qu'il travaille autour de Batman et clairement, c'est le comics le plus important qu'il ait jamais fait et même c'est le comics auquel il semblait s'être préparé toute sa vie. Et je trouve quand même qu'il commence par quelque chose qui semble pas tellement mûr. Et je trouve dommage d'ailleurs que pour ce premier tome, il soit associé à Michael Tranin, qui était déjà très associé au nom de Tom King, donc au dernier grand run de Batman, alors qu'il aurait pu commencer avec un nouvel artiste. D'autant que Tranin, je le trouve quand même moins bien qu'avec Tom King. Enfin, il y a beaucoup de dessins qui m'ont paru vraiment grossiers, y compris des ombres qui sont clairement faits à la palette graphique, mais vraiment sans aucune subtilité. Il y a même des dessins de Robin qui sont un peu manga. Il y a des visages de Bruce Wayne qui sont vraiment gorilles. Enfin, des choses on sent qu'il n'y a pas eu de relecture ou de repassage derrière pour affiner les traits. Et du coup, il y a des moments de dessin qui sont un peu mal dégrossis, ce qui semble traduire un comics fait à la va-vite. Et bon, c'est pas du tout ce qu'on avait eu avec le perfectionnisme de Tom King et donc de Hanin chez Tom King. Donc voilà, globalement, sur tous ces aspects, j'étais plutôt déçu. C'est assez prévisible, c'est vraiment jamais subtil. Et ça finit par aborder enfin la question de Vandal Savage. Donc on va voir par la suite comment on va enfin résoudre ce souci parce que Vandal, ça fait quand même, je sais pas, ça doit faire presque 30 fascicules qu'on nous dise que ça y est, il est commissaire de Gotham, mais ça n'a jamais eu vraiment d'impact sur la vie de Batman d'avoir un super vilain immortel comme commissaire de Gotham. Bon, il serait peut-être temps de l'aborder, donc Tom Taylor promet enfin de l'aborder, mais on parle pas non plus de la mairie. Enfin, il y a un rapport quand même à ce qui a été fait précédemment qui est un peu flou. On va voir ce que ça donne. Globalement, c'est pas du tout nul. Ça se lit très bien, ça se lit tout à fait bien, mais
voilà, mais je pense que vous l'avez même entendu dans l'avis de Kevin et Benoît. Pour un premier tome, tout le monde dit que voilà, c'est gentil, c'est plutôt un bon comic en continuité, mais quand on nous promet enfin le retour d'un auteur pour un vrai run, ce qui n'avait pas eu lieu sur du Batman depuis Tom King, parce que là, apparemment, le run de Taylor est supposé être vraiment long, c'est vraiment longtemps qu'il s'y prépare. On n'est plus dans des choses, même Williamson Ozarski, c'était quand même prévu pour être plutôt des longs fillers en attendant qu'un grand scénariste revienne que vraiment des runs à part entière. Pour un premier tome de vrai run, c'est quand même relativement moyen et c'est du bon divertissement, du bon Batman comme on aime en lire, mais ça n'a pas du tout l'ambition et l'exigence qu'on pourrait attendre de ce grand retour de Taylor. Donc, bon, on verra la suite, mais pour l'instant, c'est gentil sans plus. Ouais, alors pour ma part, puisque j'ai réussi à lire ce récit. Oh, bravo. Je suis pas trop mal à jour. Et attention, spoiler, j'en ai peut-être plus un deuxième ce mois-ci. Et du coup, Beau gosse. Non, mais beau gosse. Poison Ivy, il a lu Poison Ivy. je laisse le suspense. Ah, non, ok. mais après, effectivement, moi j'étais assez impatient de découvrir ce récit. Je trouve que c'est vrai, comme le disait Creed, j'entends tes remarques. C'est vrai que par moment, il y a certaines cases qui sont moins travaillées que d'autres, mais je trouve que globalement, c'est quand même plutôt beau. Moi, j'aime bien le style de Michael Ranin, donc il y a quand même des cases qui sont un peu moins réussies que d'autres, mais il y a certaines cases qui sont quand même assez belles. Et pour le récit en lui-même, c'est vrai qu'il y a certaines ficelles qui sont un peu grosses, mais je trouve que ça fait le taf. À voir effectivement comment ça se développe et comment ça évolue avec le temps. Mais pour ce premier tome, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Et puis vous le savez, mon appétence pour le côté détective, le côté Batman assez terre à terre et pas dans les trucs un peu cosmiques et autres, font que on retourne un peu dans un Batman comme ça et loin de ce que a fait Starsky par moment ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça me fait plaisir aussi. Voilà, donc c'était cool. Ouais. Moi, j'ai passé un bon moment dans cette lecture et je suis plutôt positif et je rejoins plutôt l'avis de Benoît et Kevin sur ça, même si j'entends les reproches des écrits qui sont justifiés, mais qui n'ont pas, si tu veux, réussi à gâcher ma lecture, entre guillemets. J'ai quand même passé un bon moment dans ce premier tome de Ghost of Gotham. Les amis, je vous propose de faire le petit vote des notes. Note sur 5. Vas-y Benoît, tu as commencé, prends la parole. Après ta parole, donc j'écoute ta note. Allez, je vais être très gentil, je vais lui donner un 4. Je suis vraiment gentil. Oh, Vraiment t'as gentil. reçu le chèque toi aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, il était positif dans sa review, il a le droit de... Ouais. Non, moi aussi je mettrais un 4 parce que c'est vrai que... Donc, deuxième chèque dans l'équipe Batman Legend. Siegfried. On va lui laisser sa chance. 3. Allez, 3. Et moi, je vais dire 3,5. Voilà, je me situe au milieu. Donc, 1 ou 4, ça fait 14,5 divisé par 4, les amis, ça nous fait une moyenne de 3,6, donc 3,5. Voilà, 3,5 sur 5 pour ce premier tome de Ghosts of Gotham. Plutôt une bonne note, hein. On n'a pas eu tant de notes aussi hautes sur le dernier podcast, hein. Donc c'est plutôt positif tout de même. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une autre lecture. Et cette fois-ci, tout à l'heure, vous parliez de Robin. Alors pourquoi pas parler de Batman et Robin année 1, tome 1, par Mark Waid et Chris Samney. Et cette fois, je laisse la parole à Siegfried. Alors c'est un projet qui vient un peu de nulle part, qui est un peu surprenant, sachant que Mark Waid pour l'instant il a fait les Batman et Robin World's Finest, il pilote aussi le Justice League Unlimited, donc il est vraiment très présent sur cette nouvelle continuité. Et là étonnamment il fait un truc qui est pas vraiment un Black Label, qui est plutôt raconté cette première année de Batman et Robin, plus ou moins dans la continuité, même si le rapport est assez lâche. Donc, on ne sait pas trop à qui ça s'adresse vraiment. Mais voilà, ça reste un comic qui est tout à fait sympathique, mais voilà, dont le statut en continuité est assez étrange. Et quelque part, ça fait quand même plaisir parce que Mark Waid en continuité, c'était quand même vraiment très très compliqué. Enfin, on a quand même dans l'équipe, pas comme moi, on détestait beaucoup de ce qu'il a fait récemment, même sur le Diablo Neza jusqu'au Justice League, les derniers World's Finest, c'était quand même vraiment pas ça. Donc bon, soit. Et c'est vrai que
Chris Samnee, c'est un dessinateur qu'on aime globalement vraiment, enfin que moi j'apprécie en tout cas vraiment beaucoup, là il assume vraiment un trait qui est entre Tim Sale et Mazzucchelli. Évidemment la référence à Mazzucchelli, elle est explicite dans certains dessins et elle est explicite dans le projet, puisque Mazzucchelli c'est lui qui avait dessiné le Batman Year One de Frank Miller. Et là on retrouve ça, sachant que Wade et Samnee avaient déjà travaillé sur des très bons runs de Daredevil et de Black Widow, donc c'est un tandem qui sait ce qu'il fait, qui s'apprécie, qui fait du bon boulot. Bon, plutôt enthousiasmant en tout cas comme projet. Ça commence quand même de façon très bizarre, parce que bon, c'est une année 1 qui commence alors que les parents de Dick ont déjà été assassinés. Il est déjà recueilli par Batman, il sait déjà que Bruce Wayne est Batman, et il est même déjà prévu qu'il devienne Robin. Bon, ouais, il faut accepter ça, on est vraiment plongé pratiquement au plein milieu, au début de la première nuit de Robin. Ce qui fait qu'on va revenir ensuite sur l'assassinat, même sur le serment de Robin, plus tard dans des flashbacks qui vont être extrêmement elliptiques, extrêmement bizarres, vraiment mis en plein milieu, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est un peu étrange. Il y a vraiment cette volonté de... je pense que le projet, c'est de commencer la première nuit, mais de quand même essayer de raconter ce qui précède plus tard, et je trouve que c'est pas fait de façon très fine. De même, très étrange, dès les toutes premières planches, on a une discussion qui est pour le coup assez intéressante entre Alfred et Bruce, et Alfred qui dit que, bon, certes... Dick est vraiment très compétent, mais on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop quoi en faire. Kevin, je te laisse la parole pour enchaîner du coup derrière. Ouais, moi j'ai bien aimé ce récit parce que c'est chose qui est assez surprenante d'ailleurs parce que c'est Mark Waid au scénario. Mark Waid en ce moment me déçoit quand même un petit peu. Mais Kevin a franchement, décidé de mitrailler tout le monde ce soir. Bah, Il a pas eu son chèque. Je reviens de 2 heures de route, je suis énervé. Voilà, je suis énervé. Mais non, franchement, j'ai été agréablement surpris de ce scénario de Mark Waid. Désolé. Où là, on revient c'est bon. sur une histoire de mafia, donc, où on suit d'ailleurs du coup les premières années avec Robin. Je crois que l'histoire se déroule 2 semaines ou 3 semaines après la mort des parents de Dick. Et C'est du coup, vraiment moi, dans la j'étais continuité. agréablement. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, on peut dire que c'est dans la Je sais pas continuité. si c'est Enfin, 2 je sais 3 semaines pas après, trop. voire vraiment juste après, quoi, parce que Je me en souviens tout qu'au cas, début c'est du juste au livre, moment il parle de 2 où semaines, je crois. ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est vraiment juste au moment où Bruce Oui. Wayne l'adopte, quoi. Donc c'est vraiment au Oui, départ. oui. Alors, pas Voilà, tout et à fait, justement, ce que je veux dire, c'est qu'au début, chronologiquement, c'est assez complexe, parce que même si dès le début, on a donc ces discussions entre Alfred et Bruce, où Alfred doute sur le fait que Robin puisse, Oui. enfin, que Dick puisse devenir Robin, et Batman, au contraire, pense qu'il est plus ou moins prêt. En fait, quelques secondes après, il voit le bat-signal et Dick accompagne d'emblée Batman. Il a déjà son costume. Ouais. Bon, ça semble déjà prévu que non seulement il devienne Robin, mais même qu'il le devienne ce soir-là. Ce qui fait que c'est un peu étrange qu'Alfred et Batman aient ces discussions qui semblent quand même essentielles. Savoir si Robin est prêt ou pas. Pourquoi est-ce qu'il se pose cette question-là alors que Robin a déjà son costume et qu'il est déjà prévu qu'il le soit? Est-ce qu'il fallait pas avoir ces discussions quelques semaines plus tôt? Un peu étrange. Enfin voilà, ça semble quand même supposer que ça se passe plusieurs semaines après. Enfin, on espère que Alfred n'a pas taillé le costume le soir de la mort des Grayson pour qu'ils partent en mission immédiatement. Ouais, non, Non, mais c'est c'est vrai vrai qu'on que pourrait en ça parler. va vite. Ça va vite, ouais, dans la continuité de l'histoire. C'est vite développé de ce côté-là, et on a du mal du coup à le placer chronologiquement dans l'histoire. Bon, après c'est un détail, mais c'est vrai que ça va vite. Ouais. Mais C'est à après, peu près on par pourrait là. considérer. Ouais, c'est à peu près par là. Après, franchement, on fait de moins en moins attention à ça maintenant, je pense, hein. Au niveau des scénaristes, ils font moins attention. Mais on pourrait parler d'une sorte de réécriture ou de reboot de Batman et Robin. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé aussi le côté relationnel qu'ils ont. Je trouve que c'était plutôt bien écrit. Tout ce qu'ils vivent tous les deux. Voilà, ils doivent vivre l'adoption. Robin doit apprendre à vivre chez les Wayne. Enfin voilà, tout ça. Et puis même au niveau de son apprentissage, quoi, on voit qu'il est jeune, il veut foncer tête baissée. Batman, lui, il a des plans du coup qui tombent à l'eau à cause de Robin parce qu'il fonce tête baissée. Même si Robin, voilà, reste professionnel, il sait très bien se battre déjà. Enfin, ça aussi, c'est un peu le côté. Je le mettrais du côté aussi un peu bizarre de ce récit, c'est parce que Robin, là, franchement, c'est un maître dans l'art au bout de 3 semaines. Si c'est vraiment au bout de 3 semaines. Bon, il sort d'un cirque, ok, il fait des acrobaties, tout ça, mais au niveau de la bagarre, je sais pas, il y a un moment donné, il se bat contre une bande de 5 personnes ultra costauds, des mecs, voilà, de la mafia, quoi, et donc ils savent se battre, j'imagine. Et lui, il arrive, voilà, il met tout le monde à terre, et voilà.
Donc C'est bon, le jeune prodige. c'est le jeune prodige, voilà. Mais sinon, voilà, comme je le disais, j'ai aimé ce récit parce que déjà, c'est un retour aux sources, parce que ça parle de la mafia. On a Harvey Dent aussi qui vient taper l'incruste dans le récit. Mais globalement, voilà, ça reste sur les histoires de mafia, voilà, de territoire, et de la relation avec Robin qu'a Batman. Et Alfred aussi, Alfred ça fait plaisir de le voir aussi, parce que c'est vrai que dans la continuité, on ne le voit plus. Mais voilà, donc globalement, je suis assez surpris. J'aimerais aussi parler juste du nouveau format aussi qu'ils ont mis, Urban Comics. Je trouve vachement joli. En fait, la bande rouge qu'on voit sur le côté du livre, c'est du tissu. C'est comme pour l'édition Urban Limited Ouais. qu'on a sur le Batman Silence, enfin les éditions qu'ils font au mois de décembre. Et là, ils l'ont mis dans ce petit format-là. Bon, la qualité n'est pas pareille, hein. Franchement, moi qui ai le Batman Silence en limited, et quand je le compare à celui-là, ça n'a rien à voir. La qualité, là, c'est du bas de gamme, mais je trouve que l'initiative est plutôt. Ça fait un petit côté de luxe, quoi. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Et je trouvais que c'était important d'en parler parce que ça ajoute un côté classe, quand même. Benoît, vas-y, à toi la parole. En fait, je suis pas surpris par ce récit par Mark Waid, parce que il l'a dit et répété, il aime les vieux récits. Il aime ce côté fun des super-héros, un peu des années 70, avant que ça devienne trop dark. Il a dit et répété, je trouve que le trait de Samni apporte ça, apporte cette couleur, bien qu'il y ait un peu du sombre, mais il y a de la couleur. C'est fun, c'est drôle, il y a beaucoup de blagues. On a quand même un Bruce Wayne qui dit le terme Wayné quand il arrive à se démerder pour filer du fric et arranger les problèmes. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, moi, voilà, je suis pas surpris parce que c'est du fun. Tout simplement. Il s'embête pas avec certains détails et tout. Il veut aller à l'essentiel tout en travaillant sur la relation entre Dick et Bruce. Comment ils arrivent à se démerder avec les services sociaux. Ça, c'est assez rigolo aussi. Voilà. Et je pense que depuis le début, Mark Waid, il fait que ça. Il fait du fun. Il était plutôt bon, même si après c'était pas génial, pas tout était génial, mais dans les World Finest, on a vu que quand c'est un peu trop dark dans les Absolute Power ou dans les Nightmares, je sais plus le nom du crossover, c'était nul, c'était pas bon. Lazarus. Planète Lazarus, etc. On parlera ensuite un petit peu de Justice League Unlimited, mais ouais, on est dans cette vague-là où prends le récit, n'entre pas trop dans les détails parce que c'est juste fun et ça se lit bien, honnêtement. Ça peut rentrer dans la continuité, voilà, par la petite porte en disant ouais, voilà, on a oublié de vous raconter ça. Ouais, bon, c'est vrai qu'on est à 2-3 semaines on sait pas trop exact, mais ça se laisse lire. On est à peu Honnêtement, près par là. ouais, voilà, je le prends vraiment comme une petite friandise en disant tiens, voilà, goûte ça, tu vas voir, tu vas aimer. Et franchement, j'aime bien. Moi, je dirais au Ok. contraire que justement, c'est Ouais. pas pertinent avec ce qu'il fait à côté, mais qu'au contraire, ça lui fait peut-être du bien, justement, à côté de comics où on lui demande d'être, enfin, où il doit être vraiment moderne, avec beaucoup de guillemets, donc extrêmement sombre, avec beaucoup d'enjeux cosmiques. Voilà, et là, il revient un peu, effectivement, à ce qu'il a aimé faire à une époque et qu'il n'est pas parvenu à faire depuis un certain temps. Ce qu'il faisait un peu dans les premiers World's Finest, et surtout ce qu'il faisait en tant que initiateur. Enfin, son but à l'origine, c'était vraiment de faire une espèce de nouvel âge d'or des comics en réponse à Watchmen. Et bon voilà, il revient un peu à ça, une espèce d'esprit d'âge d'or un peu plus léger, mais tout en tenant compte quand même des évolutions de la modernité, donc c'est intéressant. Et surtout, pour moi, c'est vraiment une réponse surtout au Batman et Robin All-Star de Frank Miller. Déjà, les références à Miller sont vraiment constantes. Et il y a une volonté de se réapproprier ça en retirant évidemment les outrances de Miller. Mais dès le début, par exemple, quand Batman présente Robin à Gordon, Gordon dit que Robin est bien trop jeune. Et Batman répond la guerre n'épargne pas la jeunesse. Bon, c'est exactement le genre de phrase qui pourrait être tirée du All-Star Batman et Robin, en plus de toutes les références qu'on peut avoir à Year Ouais. One. Donc pour moi, Il a censuré la scène où Robin devait manger un rat quand même.
Justement, en ça, pour moi, c'est moins réussi parce que en essayant de normaliser un peu tout ce qu'avait pu faire Miller, bah, du coup, il est aussi moins pertinent parce que mine de rien, Miller, à travers ses outrances, parvenait quand même à dresser un vrai portrait d'une vraie rupture, enfin de vraiment deux mondes différents entre son Dick et son Batman qui devaient essayer de se concilier. Et je trouve que par l'outrance, il parvenait vraiment à réfléchir très loin et plus loin que n'importe qui sur les complexités de cette relation qui ne veut vraiment pas de soi. Là où finalement, Wade essaie de faire la même chose, mais en adoucissant tout. Donc il ramène tout ça à quelque chose de beaucoup plus lisible et de beaucoup plus enfantin, de beaucoup plus gentil. Donc c'est chouette, c'est plus facile à lire, c'est moins clivant que ces 2000 heures. Mais en termes de réflexion sur la relation entre les deux personnages et la découverte de la découverte que chacun a de l'autre au cours de ses premières missions, c'est forcément beaucoup moins fin et ça va forcément beaucoup moins loin. Sauf qu'il y a cette dichotomie, enfin cette progression un peu étrange où il y a des choses qui sont vraiment très bonnes. Je trouve très chouette par exemple que Batman aussi fasse des erreurs. Il y a un moment par exemple où il déconcentre Robin en pleine action et il avoue après qu'effectivement il n'a pas encore appris à se coordonner avec Robin, lui qui a toujours travaillé tout seul. Ou il y a un moment où il l'enquête et pendant une semaine il s'enferme dans sa Batcave sans parler à Robin parce qu'il a juste oublié qu'il avait un enfant. Et donc ça c'est aussi intéressant de se dire c'est pas que Robin À qui n'a ne pas pas reproduire sur les aires d'autoroute cet été, les amis. Ouais, donc c'est pas que Robin qui n'a pas l'habitude de vivre dans un manoir et d'être un super-héros, c'est aussi Batman qui est enfermé dans sa solitude depuis tellement longtemps qu'il n'a pas l'habitude d'avoir un enfant. Donc ça, je trouve que c'est des choses qui sont assez fines. Et à contrario, on a littéralement tous les clichés insupportables du gamin qui est complètement immature, qui met Batman en danger plusieurs fois. Il y a des fois, on se dit, oui, c'est normal, parce qu'il est jeune, il apprend, il peut pas être aussi compétent que Batman le veut. Et il y a des fois où il est vraiment juste complètement stupide. Et c'est même étonnant que Batman le laisse être encore Robin, alors qu'il il le met en danger, littéralement en sautant sur des super vilains en plein de missions d'infiltration, parce que quelqu'un a parlé des Grayson, par exemple, donc il a aucun self-control. Mais pire, au moment où l'assistante sociale arrive, par exemple, il fait des blagues et il se met en danger d'une façon qui pourrait le faire retirer à Bruce Wayne. De même, il va à l'école et au bout d'une heure, il se fait virer parce qu'il se comporte de façon complètement insolente. Et pareil, de la part de quelqu'un qu'on dit aussi intelligent, c'est assez fou qu'il ne comprenne pas que faire ça, ça pourrait aussi créer une crise avec les assistantes sociales et du coup le ramener dans un orphelinat normal loin de Bruce Wayne parce qu'il ne montre pas du tout la maturité qu'il faudrait. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui vont beaucoup plus loin que la blague et qui témoignent juste d'une immaturité qui n'est pas celle qu'on attend de la part d'un Dick Grayson, même d'un Dick Grayson encore jeune qui est en apprentissage. Là, ça va un peu loin pour une touche comique qui est pas si comique et qui, à mon avis, donne un assez mauvais portrait du personnage qui, moi, me rappelle certaines des pires aventures des jeunes Todd, justement celles qui ont fait que tout le monde a voulu sa mort. Et on retombe un peu dans ces travers où, malgré tout, le moment où Dick est vraiment très compétent et c'est chouette, voilà, je trouve regrettable que le portrait d'ensemble qui s'en dégage, pour moi en tout cas, c'est d'un Dick immature dont on comprend même pas pourquoi Batman lui maintient sa confiance alors qu'il devrait le mettre dans la cave pendant 6 mois pour l'entraîner s'il veut vraiment devenir Robin, parce que là, clairement, il ne semble pas prêt. Au contraire, il met Batman en danger et il met même l'adoption de Dick par Bruce en danger, ce qui est stupide, même de la part d'un gamin un peu immature. Ok. Et puis il y a des choses un peu bizarres. Par exemple, Gordon, toute l'intrigue part du fait que Gordon demande à Batman de retrouver un dossier qui est volé par Vedent. Ouais. Mais il refuse absolument de dire à Batman en quoi consiste ce dossier. Donc déjà, super pour la confiance de Gordon envers Batman, alors que ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, très étrange. Et puis, a priori, si Batman doit retrouver le dossier, il va consulter ce dossier. Donc pourquoi qu'est-ce que ta confiance en Batman et pourquoi il lui confie une mission qu'il n'est pas supposé connaître. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui manquent quand même de logique et qui manquent quand même de cohérence et qui sont un peu, qui sont un peu nuls. Il y a aussi le cliché de, il y a un grand méchant qui emprisonne Dick et au moment où on va lui enlever son masque, il dit non, c'est pas la peine de regarder, de toute façon on le connaîtra pas. D'accord. Et Dick à un moment va mourir. Et le méchant pourrait le tuer. Il dit juste non, écoutez, on va juste le laisser mourir et nous on va partir tranquillement parce que il va mourir tout seul dans une demi-heure alors qu'ils auraient moyen de le tuer tout de suite. Enfin, je trouve qu'il y a un amoncellement de clichés tous plus bêtes les uns que les autres, tous plus attendus les uns que les autres dans un comique qui aurait tout à fait pu s'en abstenir, qui est regrettable, qui ternit un peu l'expérience, malgré les trucs chouettes. Et un des trucs que j'ai aimé, c'est l'arrivée de, il y a un super vilain au pouvoir qui change qui change de la méchanceté de la mafia et qui du coup surprend Batman et Robin qui justement sont tellement habitués à la mafia qu'ils ne s'attendent pas à une menace d'un ordre un peu différent. Et ça, je trouve que c'est une introduction qui est plutôt chouette parce que ça les confronte à quelque chose de différent, d'original et d'inhabituel, y compris pour Batman. Donc il y a plusieurs bonnes idées, mais aussi plusieurs choses qui à mon avis ne sont pas
assez mûrs et sont très loin de ce que Wade a pu faire à une grande époque. D'autant que là, bon, c'est pas très clair, mais il va y avoir une suite dont on ne sait pas trop encore à quoi elle va ressembler. Est-ce que le grand vilain de ce premier tome est vraiment à la carrure pour porter toute la première année de Batman et Robin sur 2 tomes? On verra. Voilà, je suis pas tout à fait convaincu, même si le trait de Samney est vraiment super, se prête vraiment très bien à cet esprit à la fois moderne et year one et aux références à Mazzucchelli. Il y a vraiment de très chouettes choses, mais qui, à mon avis, auraient pu être vraiment mieux écrites. Et c'est vraiment le travail de Wade, qui est quand même beaucoup mieux que ce qu'il fait sur la continuité, hein, Oui, on est mais qui, à mon d'accord. avis, pêche un peu par plein de petites errances par-ci par-là. Ouais, non, c'est vrai. Et donc, effectivement, c'est le deuxième récit que j'ai lu ce mois-ci, mais je rejoins. Bon, je vais faire vite parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses et je vous rejoins globalement sur vos avis. Effectivement, graphiquement, c'est super. Le travail de Chris Samney est super. Et effectivement, moi aussi, je trouve que ça n'apporte finalement dans le scénario pas grand-chose dans l'histoire. C'est sympa à lire. C'est une bonne lecture en soi, tu vois. Tu prends c'est un bon moment, tu passes un bon moment, mais ça n'apporte en soi pas grand-chose. Si tu as déjà lu en plus, comme le disait Siegfried, All Star, Batman et Robin, ou même Robin année 1, qui avait été publié il y a plusieurs années chez Urban, c'est des choses qu'on a déjà vues, voire revues. Donc en fait, ça apporte pas énormément de choses, mais ça reste plutôt agréable à la lecture. Tout de même, voilà, je m'éternise pas dessus. Je vous demande dessus des amis vos notes, donc je vais commencer par Siegfried. Disons 2,5. Allez, un 2,5 pour Siegfried. Kevin. 4. 4 pour Kevin. Oh, il a reçu son chèque, celui-là. Un peu Benoît. Allez, 3. Allez, 3. Le chèque était pas assez gros et moi je vais donner 2,5 aussi, je trouve ça plutôt moyen. 2,5, donc 12 divisé par 4, les amis, facile, ça fait 3. 3 pour ce premier tome de Batman et Robin, 3 sur 5. Effectivement, comme on l'a dit, lisez vraiment All Star Batman et Robin Year One, qui sont Ouais, alors pas 2 facile de volumes. trouver All-Star Batman et Robin, mais ouais. Ouais, mais vraiment, les deux vont vraiment beaucoup plus loin, sont plus originaux, ils racontent beaucoup plus de choses sur la relation entre Batman et Robin que ce Batman et Robin. Donc, bon, c'est Ouais, en décevant. tout Mais cas, si si ça vous vous voulez, intéresse, effectivement. il y a mieux. Y compris avec un Après, super trait. pour les nouveaux lecteurs, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, Si c'est on quand n'a même pas bien. lu Oui, oui, les bien 2 autres, sûr. voilà, ça permet de connaître mieux la relation avec voilà, Dick et Batman pour les nouveaux lecteurs. Voilà, pour Ouais, ceux qui n'ont mais pas dans ce lu cas-là, on les pouvait autres. rééditer Robin Year One, qui est aussi très bien pour les nouveaux lecteurs. Et pareil avec le trait de Pulido, qui est pas très loin du trait de Samney d'ailleurs, avec un trait un peu cartoon et très accessible. Mhm. Bon, Ouais. est-ce que ça suffit de sortir un nouveau volume en le confiant en plus à Mark Waid et en DC Deluxe avec tout le marketing que ça suppose? Bon, bah, en ce moment, Je suis Mark Waid, pas il fait sûr. des prix de l'eau chez Mark DC. Waid, ouais, Donc, voilà. ouais, il fait du, il fait du Mark gros. Waid, il écrit vite en ce moment, ouais, il va vite. C'est ça, c'est ça. Trop Les vite amis, je vous des fois. propose d'enchaîner avec une nouvelle Trop, lecture. trop. Cette fois, on va enchaîner avec le Justice League Unlimited. Puisque vous avez adoré Mark Waid, les amis, eh bien, restons sur Mark Waid. Cette fois, c'est avec Dan Mora au dessin. Tiens, c'est un duo qu'on a vu très souvent dernièrement. Justice League Unlimited, tome 1. Et cette fois, je donne la parole à Kevin. Oui, alors Justice League Unlimited, donc le premier tome, il s'ouvre sur l'événement qui s'appelle Special All-In. On a un prélude qui commence du coup par l'apparition de Darkseid. Darkseid arrive, on voit bien sûr la nouvelle Justice League qui commence à se former. C'est un peu confus ce premier chapitre parce qu'on a Darkseid qui arrive. Il dit des choses, mais on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ni ce qu'il cherche. Donc voilà, c'est un peu le bazar qu'on a dans ce chapitre-là. C'est écrit par Joshua Williamson, Scott Snyder, et c'est dessiné par Daniel Sampere. Donc ça n'a rien à voir avec le Justice League de Mark Waid, c'est autre chose. Mais voilà, le récit s'ouvre sur ça. Et en fait, pour comprendre ce premier chapitre, il faut aller à la fin du récit, parce que c'est la suite justement de ce récit qui tourne autour de Darkseid, où du coup dans cette suite à la fin, l'épilogue, c'est ce qu'ils ont appelé chez Urban. Et moi le souci c'est ça, c'est que en fait il faut lire le premier chapitre, ensuite vous avez les 4 chapitres de Justice League Unlimited, et à la fin vous avez l'épilogue.
Alors qu'aux États-Unis, ils ont rassemblé les deux côte à côte, et chose qui est un peu plus facile parce que là, ça parle du multivers, ça parle de Darkseid qui cherche quelqu'un. Enfin, voilà, il y a plein de références aussi à. Ça parle de death metal, ça parle d'un autre récit aussi, j'ai oublié, ça parle de pas mal de récits, oui, sur DC Infinite, voilà, une Nightfall, tout ce qui a pu se passer sur DC Infinite. Donc voilà, pour bien comprendre les choses, je trouve que c'est mieux de les lire à la suite. Ça gêne en rien aussi la lecture de Justice League Unlimited. Donc dans cet épilogue-là, on comprend ce que Darkseid cherche. Et surtout, ça va nous apprendre aussi les origines de l'ère absolute. Donc, si vous avez lu les Absolute Batman, Superman, Wonder Woman, et que vous voulez connaître l'origine, alors c'est rapide, franchement c'est très rapide, l'origine un peu de cet univers absolu, c'est dans ce livre-là qu'il faut le trouver, donc au début et à la fin. Chose qui est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, ils l'ont mis là-dedans. L'avantage, ce que je trouve de positif là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas fait un gros event encore, avec un truc qui fait 400 pages, avec des tie-in et tout ça, pour raconter que Darkseid il arrive, il veut faire ci, il veut faire ça. Voilà. Ça Là, va on n'a arriver, que deux. ça va arriver peut-être. Oui, Évidemment, ça va mais arriver. là, disons que ça va arriver, mais disons que pour expliquer la création de l'univers absolu, voilà, ça reste là-dessus. Voilà, on n'a pas encore un livre qui va expliquer du genre comme Death Metal, vous savez, qui est sur la longueur et tout ça. Donc là, on n'a que 2 chapitres qui expliquent vite fait ça. On comprend, basta, c'est fait. Par contre, ça peut perturber les nouveaux lecteurs. Parce que voilà, il y a plein ça parle du multivers forcément, comme je l'ai dit, ça parle de death metal, ça parle de ci, de ça. Donc voilà, ça peut être un peu confus. Ouais, c'est un peu confus, ouais. C'est un peu confus. Après, du coup, au milieu, on a le Justice League Unlimited de Mark Waid. Et là, j'avais l'impression de lire un World Finest. En plus, il y avait Dan Mora dedans, donc franchement, on peut se permettre de confondre les deux, World Finest et Justice League. Mis à part que là, on a une Justice League du coup qui est bien Unlimited, hein, comme son nom l'indique. C'est vraiment là, on a tous les super-héros qui peuvent rentrer dans la Justice League. C'est vraiment tout le monde. N'importe qui peut rentrer du moment qu'il veut bien faire, du moment que c'est un super-héros, quoi, en gros. On va suivre un nouveau personnage, un jeune qui s'appelle Airwave. Alors Airwave, moi j'ai pensé que c'était un nouveau déodorant chez la Justice League, mais non. C'est un nouveau personnage qui peut se transformer en onde Wi-Fi, si j'ai bien compris. Et on va le suivre, ce personnage-là, tout au long du récit, parce qu'il est assez important. On le découvre au fur et à mesure du récit. Mais sinon, dans les grandes lignes, le scénario tient sur une ligne. On a un nouveau groupe de méchants qui s'appelle Inferno, qui attaque plusieurs endroits de la planète en même temps, dont à un moment donné la forêt amazonienne. Voilà, ils veulent tout brûler. On ne sait pas trop pourquoi, on ne connaît pas trop leurs intentions, mais on se doute que forcément c'est pour dominer le monde et faire plein d'autres trucs méchants. Mais en gros, c'est ça. C'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que là, c'est ce que je disais, Mark Waid m'avait surpris sur le Batman et Robin. Mais là, il recommence à faire comme du World Finest, quelque chose de simple. C'est fun, hein, c'est sympa à lire. Franchement, c'est sympa, c'est cool. En plus, c'est Dan Mora au dessin, donc ça en met plein les yeux. Mais Mark Waid, j'ai l'impression qu'il se repose trop sur Dan Mora pour l'action et tout ça. Voilà, vu que son scénario est faible et vraiment petit. Il se repose beaucoup sur Dan Mora pour nous en mettre plein les yeux, regarder les scènes d'action, voilà, ils sont à tel endroit de la planète, il y a tel personnage qui apparaît, c'est joli, c'est magnifique. La relation entre les personnages est plutôt bien écrite, c'est pour ça, je me souviens de ce qu'avait dit Siegfried, c'est qu'à un moment donné, Mark Waid essaye de faire du Tom Taylor. Et là, on le voit aussi un petit peu, il essaye de faire comme sa patte, un peu comme la série avec les Titans. Voilà, il y a une relation entre les équipes, l'équipe est bien organisée. Voilà, on découvre pas mal de choses aussi sur d'autres membres de la Justice League qui essayent de faire récupérer les pouvoirs qu'ils ont perdus sur Absolute. Voilà, des petits trucs comme ça. Donc ça se lit bien, c'est fun. Mais c'est faible encore. J'ai l'impression de dire toujours la même chose avec Mark Waid et Dan Mora dans leur récit avec World Finest. C'est que c'est juste de l'action, c'est fun, et c'est tout. Voilà.
Sans plus. Après, le tome 1, il s'ouvre, c'est une ouverture, donc c'est vraiment faible. En plus, on n'a que 4 chapitres là-dessus. Donc, on va voir la suite. Je sais pas trop ce que ça va donner pour ce groupe de méchants infernaux, mais moi, ça m'a fait penser à un truc quand j'ai lu ce récit-là, c'est que je me suis souvenu des récits du Justice League de Jeff Jones. Franchement, c'est les récits de Jeff Jones, c'était épique, il y avait quelque chose à raconter, il y avait un gros truc. Et là, bah, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose, je sais pas, une grosse intrigue, un gros méchant, enfin, quelque chose d'assez nouveau qui permet de faire quelque chose, voilà, d'épique, quoi. Mais là, on retourne dans le truc de World Finest qui est, bah, voilà, la même chose. Action, fun, c'est tout. Ok, Donc, je vous avoue que je perds mon optimisme pour l'alerte Siegfried au fur et à mesure. Benoît, tu en penses quoi, toi? Ouais, je suis d'accord dans le sens où ça revient à ce que je disais. Il aime le fun, Mark Waid, c'est tout. Ouais. Après, il se perd énormément parce qu'il y a tellement de personnages dans cette Justice League qu'il veut tous les utiliser. Et je comprends, il a une boîte à jouer qui est énorme. Il sort chacun. En plus, on sait que le mec est une encyclopédie vivante de l'ensemble des de l'ensemble de l'univers DC. Donc, il va s'amuser à aller piocher des héros. On va dire un peu nébuleux par-ci, par-là, etc. Airwave, honnêtement, ce personnage que tu parlais, Kevin, si vous n'avez pas lu Dawn of GSA, vous ne savez pas qui c'est, déjà. Et comme c'est pas non plus les comics qui sont le plus vendus, voilà. On va retrouver Plastic Man, on va retrouver Question. Il y a plein de héros comme ça que moi je trouve très bien, mais qui sont pas non plus les plus connus. D'ailleurs, je crois que rien que pour la Question, il y a un comics dédié uniquement à elle. Aux États-Unis, je pense pas que ça sera publié en France et c'est un peu dommage, où on la voit puisqu'elle est on va dire je sais plus exactement son titre, mais la shérif de la Watchtower, quoi. Et Chef de sécurité. voilà, chef de la sécurité. Et voilà, il y a un comics Le uniquement shérif. sur elle. Ouais, c'est ça, mais comment, du coup, elle gère cette sécurité. Donc voilà, moi, je trouve qu'il y a plein de petits à côté qui peuvent être très intéressants, mais il se perd parce qu'il y a trop. Alors que c'est bien de raccrocher les wagons avec son Absolute Power, où il va aller chercher un petit peu des problèmes avec les pouvoirs qui ont été échangés, donc du coup, il faut les rechanger ou pas. On raccroche les wagons là-dessus, donc il y a quand même une cohérence, et j'ai envie de dire tant mieux, mais un peu trop. Un peu trop. Peut-être faire un fascicule par doublon ou des choses comme ça, mais ça me fait énormément penser. Je crois que j'avais déjà dit au dessin animé La Justice League, aux saisons 4 et 5, où il y a plein de héros. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est fun. Voilà, il faut pas en demander plus que ça. C'est vrai qu'il y a un récit aussi, il y a le récit de la Question et il y a le récit aussi, je sais plus comment ils ont appelé ça, Justice League Atom. Enfin, c'est avec l'équipe d'Atom justement qu'on voit aussi là-dessus. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ouvre les portes sur le récit de la Question et l'équipe d'Atom. Et voilà. Donc, voilà, il y a le fait que Plastic Man, il a pas ses pouvoirs avec Phantom Girl, du coup, hop, ils échangent. Enfin, il y a Martian Manhunter aussi qui a des problèmes. Oui. Bon, et de toute façon, il en a toujours des problèmes, lui. Il est chiant. Mais non, mais ça fait partie des super-héros où il leur faut absolument des soucis. Donc voilà. Mais c'est vrai. voilà, ça reste fun à lire. Encore une fois, il ne faut pas se prendre la tête. C'est exactement la même chose pour tout ce qu'on a vu jusque-là avec pratiquement avec Mark Waid. Mais heureusement qu'il y a Dan Mora, hein, parce que j'ai l'impression que si c'était un autre dessinateur, ça aurait pas eu le même effet, j'ai l'impression. Bah, c'est fun, je veux dire, c'est coloré, il s'est bien dessiné, même si tu sens qu'il faiblit un petit peu quand même, mais je veux dire, on comprend tout ce qu'il y a au niveau, parce que il y a la sève qui revient avec, alors c'est pas Man-Thing, c'est sa fille, voilà. Donc il y a vraiment plein de personnages où il va chercher, il va piocher dans sa boîte à jouer et il s'amuse. Voilà. Après, est-ce que ça va pas non plus trop en profondeur? Pour l'instant, c'est ça. On verra avec le reste. Je suis désolé, je vais absolument, je vais devoir vous quitter. Je tiens juste à vous donner mon avis juste sur Poison Ivy. Ne le lisez pas. C'est nul.
Tu m'as piqué ma réplique. Tu spoil tout. J'ai pas spoil envie le de dire de... truc, là. J'ai pas envie de dire de gros mots parce que je suis gentil, mais c'est un arc de merde. Donc voilà. Je Ok. vous remercie. Ah, Donne-nous ta alors, note, c'est- donne-nous ta note sur Attendu. les deux Ouais, il volumes. me faut juste ta note sur Poison Ivy et Ouais, ta Justice League note. Unlimited. Alors, Zéro. sur celui-là, on va dire, je vais vous donner un peu d'espoir avec un beau 3. Et sur Poison Ivy, je vais faire comme à l'école, un 1 avec l'encre pour la plume et l'encre. Voilà. Ok, ça marche. Bon, on te libère, Benoît. Merci pour ta participation. Et puis du coup, ben, on continue sans toi cette aventure. Pour Justice League Unlimited, Siegfried, tu n'avais pas pris la parole. Est-ce que toi, tu aimes le fun proposé par Mark Waid et Dan Mora? Alors, je vais détester ce volume, mais effectivement, par où commencer? Bon, déjà, on peut commencer par, mais là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Kevin. Déjà, c'est une aberration éditoriale. Comme dit, on a l'introduction de Absolute dans ce volume. Où Ouais. est-ce que le mot Absolute apparaît? Il apparaît pas sur la couverture, il est même pas mentionné sur le 4e de couverture. Alors que c'est la création de l'univers Absolute qui a été expliquée dans ce volume. Et c'est pour ça qu'on est là. Oui, mais Mais je Oui, pense mais- qu'ils savaient pas où le mettre, vu qu'il y avait que 2 chapitres, ils savaient pas du tout Ils le se mettre. sont et du dit, coup, ils l'ont au foutu pire, là. Batman Legend l'expliquera. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, vous mesurez un peu le degré d'aberration parce que ça coûte pas grand chose de mettre sur la couverture Absolute sous Justice League, ou au moins de mentionner en 4e de couverture qu'on tient aussi le début d'Absolute, ou de les décaler au prochain volume Absolute en début de volume. Enfin, là, vraiment, ça n'a aucun sens. En plus, comme l'a dit Kevin aussi, c'est assez étrange de les mettre au début et à la fin du volume. Donc, certes, il y en a un. Enfin, moi, je trouve ça plutôt chouette pour le coup, qu'il y a à la fois le fascicule alpha et le fascicule oméga. Alpha, qui est donc, enfin, les deux ont exactement la même temporalité, mais l'un du côté vu par la Justice League, et c'est dessiné par Daniel Sampere, donc qui est un trait vraiment très propre, et Omega, qui est vu du point de vue de Darkseid, avec le trait de Wes Craig, qui est au contraire extrêmement sale, brouillon, chaotique, que j'adore. Hein. Franchement, c'est pour le moment, c'est ce qu'il y a de mieux dessiné dans tout le volume. Donc, je trouve que cette dichotomie, elle est vraiment intéressante, et le fait de les juxtaposer, ça donne vraiment tout son sens, parce que du coup, on lit un peu le même moment, mais au même moment, ce qui se déroule les deux les deux ensembles. Et le problème, c'est qu'il est placé en plus, ça c'est une décision d'Urban de les appeler prélude et épilogue. Sauf que non, c'est pas du tout le prélude de Justice League Unlimited et c'est pas l'épilogue à Justice League Unlimited. C'est vraiment un début et une fin qui sont, encore une fois, ça se passe en même temps, donc il n'y a pas de début et de fin. Et en plus, ça n'encadre absolument pas le Justice League Unlimited en termes de temporalité. C'est assez étrange. Et c'est d'autant plus confusant que le Alpha se finit avec Booster Gold qui arrive sur une planète toute rouge et détruite, qui est donc la planète, la planète de Darkseid, et que la page suivante c'est donc la première page du Justice League Unlimited, cette fois le vrai volume de Mark Waid. Ça commence en Afrique, dans un paysage complètement enflammé, ravagé, et donc on a l'impression que l'équipe, la Justice League, a juste suivi Booster Gold dans cette espèce de terre parallèle, et c'est pas du tout le cas en fait. On ne sait pas pourquoi ils sont là, et ça n'a rien à voir avec la terre parallèle, dont on ne sait pas trop à quel point ça s'est déroulé avant. Manifestement, les personnes sont au courant que Darkseid serait mort, mais il n'est plus question de l'espèce de fêlure entre les époques qui a été produite par Darkseid. Il n'est plus question de Booster Gold et du fait qu'il se soit perdu, et leur projet de suivre Booster Gold n'est plus évoqué, mais on a cette espèce de continuité graphique qui en fait n'est pas une continuité. En plus avec les dessins de Sampere et de Dan Mora qui ont quand même une ressemblance stylistique qui peut donner l'impression quand on est en continuité alors que pas du tout. De même que cette idée de prélude qui est suivi par un fascicule alors qu'en fait il n'y a aucun lien entre les deux. Enfin, c'est d'une confusion extrême qui est pas du tout précisée, et je trouve que le travail d'édition est vraiment catastrophique parce qu'il crée de la confusion là où c'était pas nécessaire, et par toutes les décisions possibles, à la fois le fait de ne pas mentionner que c'est du absolu et le fait de juxtaposer ainsi des intrigues qui n'ont pas grand chose à voir, sans même voir cette espèce de continuité graphique et scénaristique qui en fait n'est pas une continuité. C'est vraiment très étrange. L'autre problème étant évidemment que on l'avait déjà un peu teasé dans la vidéo sur Absolute, donc là on vous y renvoie. Donc là on a la confirmation enfin, ce qui n'était pas clair avant, hein, que donc toutes les intrigues d'Absolute se passent sur la même terre. On aurait pu croire que Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, c'était juste 3 intrigues différentes, un peu comme les Earth One. C'est pas parce que ça s'appelait Earth One Batman et Absolute Superman que ça se passait sur la même Earth One. C'était juste voilà, des intrigues séparées, et on revisite juste des personnages dans des univers plus ou moins, des histoires plus ou moins autonomes. Donc non, là on confirme que c'est sur la même terre. Le problème étant que quand on lit ces Absolutes-là, on n'a jamais l'impression qu'Absolute Superman, Batman et Wonder Woman se passent sur la même terre. À aucun moment on évoque Darkseid. Donc on peut imaginer que ça se passe sur cette terre avant l'arrivée de Darkseid,
mais c'est quand même pas super clair. Et ça renforce encore une fois l'étrangeté qu'aucun de ces personnages ne fait jamais référence aux autres. Et ce qui se passe dans chaque intrigue n'est pas du tout évoqué dans les autres. Alors que bon, là, ça on l'a déjà dit, mais ce qui se passe dans Superman, par exemple, ça semble évoquer une espèce de méga corporation qui semble plus ou moins dominer le monde. Comment est-ce qu'il n'en a jamais question dans les autres? Il y a des espèces de méga kaiju qui interviennent dans Wonder Woman. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas question dans les autres? Enfin, ça renforce un peu cette bizarrerie. Et, cette bizarrerie qui vient aussi du coup du fait que on ne sait pas trop où dans cette temporalité se place le fait que Darkseid va prendre possession de cette terre. En gros, il meurt sur la Terre Prime pour ressusciter sur une terre d'où l'espoir a disparu. L'espoir étant incarné par Superman. Et comme Superman n'est pas sur cette terre, ça permet à Darkseid de dominer. Sauf que Superman est sur cette terre, puisqu'on l'a vu dans Absolute, et qu'il semble quand même incarner une facette de l'espoir. Enfin voilà, comme vous voyez, c'est un projet qui est vraiment très chaotique, et pour le moment, ça renforce vraiment tous les problèmes autour d'Absolute. Bon, si on parlait de Justice League Unlimited, cette fois, sans parler de Absolute, puisqu'apparemment, Absolute est tellement mineur pour Urban qu'il ne le précise même pas sur un volume dont la moitié est occupée par Absolute. Étrange. Justice League Unlimited, c'est vraiment pas bon. C'est emblématique de ce que Mark Waid a fait de pire dans ses derniers World Finest. Ça rappelle vraiment tout ce qu'il a pu faire de pire sur Planet Lazarus. C'est un déluge de super pouvoirs et de personnages totalement incompréhensibles. Pareil, il y a cette décision d'Urban de mettre ça dans une collection Prime. On en reparle très vite à la fin, mais c'est une nouvelle collection de comics qui est supposée incarner une nouvelle ère. Bon, on sait pas trop ce que c'est qu'une ère parce que c'est pas une nouvelle continuité. C'est pas du tout accessible pour un nouveau lectorat parce qu'on comprend rien. On comprend rien déjà à cette histoire d'Absolute et on comprend rien avec ces 300 personnages qui ont tous des super pouvoirs différents dans tous les sens. Et en plus, on vient d'avoir un swap de pouvoirs de personnages dans le volume précédent, donc on sait pas du tout quoi en faire. En plus, ce swap, on parle déjà de le résoudre. Du coup, on n'a jamais ressenti que les personnages avaient échangé des pouvoirs. Donc pourquoi est-ce qu'on parle déjà de la résolution? Pourquoi avoir lancé cette idée-là pour ne rien en faire? C'est Mark Waid qui avait lancé l'idée, donc c'est même pas comme s'il résolvait un problème posé par un autre scénariste. On comprend pas trop ce que c'est. Pour moi, la seule bonne idée, c'était sur ce Martian Manhunter qui a perdu ses pouvoirs. Je rappelle que Martian Manhunter, c'est un méga télépathe. Il entend vraiment toutes les pensées, toutes les sensations autour de lui. Donc le fait qu'il ait perdu ses pouvoirs, là, c'est le met en état d'isolement et il se perd complètement et il perd le contrôle. Il est super intéressant. Comment Martian Manhunter, qui est comme qui est extrêmement intéressant pour le coup, et qui est pas assez mis en valeur, devient a un comportement complètement erratique qui pourrait le rendre dangereux. Et c'est résolu en un dialogue. Enfin, alors que ça pourrait littéralement donner lieu à tout un arc de cette Justice League. Très étrange. Et on forme enfin une Justice League. On l'a dit, Mark Waid, c'est quelqu'un qui aime les comics d'espoir avec des équipes qui montrent la valeur du super-héroïsme par-delà la modernité sombre de Watchmen, par exemple. La Justice League, elle est réunie sur une double page. La page suivante commence par une case, c'est une alarme, tout est rouge, Darkseid arrive et explose tout. Bon, j'ai cru que c'était l'alarme Siegfried. Non, ah c'est pas ça. t'as mal compris, c'est exact le contraire. En gros, cette Justice League n'a pas une seule page pour être tranquille et faire des histoires un peu à Tom Taylor ou à ce que Mark Waid semble aimer, des histoires un peu. On pourrait commencer par 2-3 fascicules un peu légers juste pour montrer cette équipe fonctionner. Là, elle ne fonctionne jamais. Elle est d'emblée confrontée à une crise qui est incompréhensible parce qu'elle se déroule partout dans le monde. Il est question d'Inferno, mais franchement, il y a tellement de déluges de personnages de pouvoir dans tous les sens et dans tellement de zones géographiques qu'on ne sait même pas trop ce que c'est qu'Inferno et ça ne nous intéresse même pas tant que ça. En fait, moi, ça m'a pas du tout intéressé. Je me suis pas du tout senti impliqué et j'ai même pas du tout eu envie de suivre cette histoire-là. Ça donne pas du tout envie de lire la suite en fait. Et c'est un très mauvais début, alors que le projet, faire une Justice League par Mark Waid, ça semblait tellement aller dans le sens de ce que Mark Waid semble aimer faire et ce dans quoi il semble bon depuis longtemps, que je comprends pas à quel point. Il y a peut-être trop longtemps. Ouais, peut-être, mais je comprends comment ça peut faire un échec pareil et comment ça peut continuer de vendre et comment DC Comics, même si ça vend DC Comics, on pourrait quand même se dire, bon, c'est quand même vraiment pas bon, il est temps de réécrire des vraies bonnes histoires lisibles, mais non, on continue de faire confiance à Mark Waid qui ne tient effectivement que par le talent de Mora et encore, bon, le talent de Mora, il y a un moment, il ne suffit plus, il décide bien les déluges de combat, mais il y a un moment, ça serait bien qu'on nous raconte quelque chose et là, c'est pas le cas, donc vraiment, c'est une catastrophe à tous les niveaux. En termes éditorial, pour le Absolute, enfin ce que signifie le Absolute, même si pour le coup l'histoire de Darkseid dessinée par Wes Craig est vraiment très bien, et pour cette Justice League Unlimited, donc pour moi c'est, je sais pas, c'est juste un 0 sur 5, enfin je vois même pas comment donner plus. Ah, on est sur 0 direct. Bah oui, quand même. Ah, parce que je sais pas combien on va avoir pour Poison Ivy. Mais ok. Du coup. Il y a une chose moi que je voulais rajouter, excuse-moi Nico, Vas-y. j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que au niveau du prélude et de l'épilogue, aux États-Unis, donc il y avait un seul fascicule avec ces deux chapitres-là. Et ce que j'ai trouvé sympa, moi, dans ce fascicule, c'est que on le lit, la fin du premier chapitre est au milieu, ça tombe sur la même page en fait. Et après, vous devez retourner le livre et le lire à l'envers pour retomber à la fin sur la même page. Là, du coup, là-dessus, on a 2 fois les mêmes pages, en grand.
Donc, et en plus, je voulais en parler parce que dans Poison Ivy, on a un chapitre qui est du même genre, où on suit Poison Cette Ivy. review de Justice League croise beaucoup trop Poison Ivy. Vas-y. Non, parce que c'est la même chose en fait sur le récit de Poison Ivy. Et là, Urban Comics, bah, ils ont fait la même chose. Il fallait mettre le livre à l'envers pour lire de l'autre côté et tomber à la fin sur la même page. Là, pourquoi ça n'a pas été fait? Je sais pas. Ils l'ont fait sur Poison Ivy, mais là, ils l'ont pas fait. Donc c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. C'est vrai. Ok. Alors, ta note, du coup, Kevin. Moi, je mettrais 3. 3, ok, comme Benoît. Donc, ça nous fait une moyenne de 3. 2, non? De Divisé 2. par 3. 2, ouais, Ça oui, fait 2, 2, ouais. hein, c'est ça, tout à fait. 2, ouais. 2 pour ce... Ah non, pardon, et t'as pas compté la note de Benoît. Il a dit Si, 3 si, aussi. si. Si. Ah si, t'as compté? Si. Ah, ça fait Ça 2. Ok, ça d'accord, fait pardon. 6 6, divisé par 3. 6 divisé par 3, Ah ok, 2. pardon. Ouais, Je c'est suis ça. d'accord que c'est beaucoup trop, hein. Il faudrait rediviser par 3. Mais bon. Pourtant, Siegfried a tout fait pour baisser la note, mais il pouvait pas aller plus loin. Et vous le savez, c'est vraiment une note sincère, hein. Je donne pas du tout des notes pour équilibrer la vôtre et plomber un truc, c'est vraiment. Et franchement, je la comprends, ta note, je la comprends, parce que c'est vrai que c'est comme... C'est tout le temps la même chose, j'en perds mes mots, pardon. C'est comme le World Finest, quoi. Ouais, Ça reste la alors, même et vous chose. savez Au quoi? bout Il d'un en moment, reste un de Tom de faut... World's Finest. Hein. Il n'est pas pour ce mois-ci, mais ça arrive. Oui, au mois Euh, d'août. C'est ça. Les amis, on en a pas mal parlé. Il est temps d'y Attends, passer du coup, vraiment. je donne tout de suite mon avis Ouais, sur la collection Prime, puisque bon, ensuite on passe à autre tu veux le chose. faire maintenant? Bah, Ou... c'est logique puisqu'on vient de parler d'un volume Ok. Prime et que Oui. c'est pas le cas de Poison Ivy. Donc Prime, c'est vraiment l'idée pour Urban de lancer une nouvelle collection blanche à côté de la collection noire pour changer un peu du noir habituel des Urban. Et donc la collection Prime, c'est celle qui va être dédiée à la continuité. Là où le noir va être dédié au absolute. Bon, déjà, ça implique que les absolutes vont durer assez longtemps pour justifier vraiment cette dichotomie de couleurs. Ouais. Pourquoi pas, soit. Et donc, cette collection Prime commence avec 3 volumes ce mois-ci. Il y a le Ghost of Gotham, il y a le Justice League Unlimited, et il y a un Superman dont du coup on ne parle pas. Le but c'est de marquer le passage d'une nouvelle ère, donc on a vu quand même que ça marquait pas trop le passage d'une nouvelle ère. Oui, certes, Taylor débarque sur Detective Comics, mais enfin c'est quand même pas assez neuf non plus pour donner une sensation de nouvelle ère. Et là, de Cycle Unlimited, c'est l'exacte suite de ce qui vient de précéder. Donc c'est pareil, on n'a pas vraiment de sentiment de nouveauté et c'est pas du tout accessible à un nouveau lectorat. Donc bon, c'est un peu. Je comprends pas cette notion de nouvelle ère, soit. Et prétendument avec des comics plus lumineux, d'où le fait que ça soit blanc. Mais enfin, quand on regarde Ghost of Gotham, je trouve Ghost of Gotham 10 fois plus sombre que les 3 Absolutes. Hein. Parce que, enfin, je Ouais. renvoie encore la vidéo sur Absolute où on disait que bon, pour un univers qui est supposé être corrompu et sous la coupe de Darkseid et défini par cette corruption, y compris chez les super-héros, en fait, les 3 super-héros étaient des plus ou moins porteurs d'espoir et pas si différents de ce qu'on connaissait dans la continuité. Donc, en fait, à force d'allègement et de petites blagues, c'était pas du tout si sombre que ça. Alors que pour le coup, Ghost of Gotham, c'était vraiment très sombre. Et même Justice League Unlimited est quand même un volume qui est relativement sérieux, surtout avec cette fin sur Darkseid qui est vraiment très sombre. Donc voilà, je trouve ça particulier comme projet de voir que même les volumes porteurs d'espoir sont plus sombres que les volumes porteurs d'obscurité. Voilà, moi ça m'interroge C'est beaucoup en termes de vocation c'est vrai que d'éditorial. l'excuse du blanc du côté, oui, parce que Après, c'est- tous les absolus ne sont pas noirs. Hein. Il me semble que non, ils sont colorés. Ils ouais, ont c'est ça. chacun Le leur Wonder couleur, ouais. Woman est rouge, Batman est noir-gris et le Noir, Superman, je sais vert, plus. ouais. Noir, vert, et Superman, il est bleu. Superman bleu, ouais. Voilà. Mais voilà, mais c'est vrai que ce côté blanc, ils ont dit que c'était pour ressortir le côté lumineux des personnages, parce que dans Prime, voilà, ils sont lumineux. C'est vrai que là, même le Superman que je n'ai pas fini, il est quand même un peu violent, et enfin voilà, donc je sais pas. Je sais pas moi Bon, non après, plus. c'est une Mais bon. manière de mettre un peu de couleur. Hein. C'est vrai De que mettre pas de la mal nouveauté, de... oui. mettre un peu de nouveauté, un peu de couleur Non, dans les bibliothèques. l'idée est bonne, mais tous les prétextes sont foireux, je trouve. La nouvelle ère, la lumière face à l'obscurité, et puis encore une fois, on insiste sur cette idée que le monde absolu serait un monde de corruption et de destruction et de chaos, contrairement au monde habituel du super-héros. Et en fait, quand on lit comics, c'est pas du tout l'impression qui en ressort. Et ça, c'est assez étonnant de le survendre comme ça, parce que c'est vraiment un commentaire de l'éditeur sur les univers qu'il est en train d'éditer. Et on a l'impression que soit il essaie de nous vendre un truc qui est faux, soit il se fourvoie lui-même sur ce qu'il est en train d'éditer, mais c'est assez incompréhensible, alors qu'il pourrait juste dire bon, on a 2 continuités un peu différentes, même si en fait c'est la même continuité, hein, du coup, parce que les absolutes sont en fait dans la même continuité, c'est une terre parallèle à la continuité, mais il y aura des croisements entre les deux. Mais il pourrait juste dire, bah oui, on a 2 simili-continuités, 2 mondes parallèles, on en fait un en Mm. blanc, un en noir pour retranscrire quelque chose.
sans être obligé de se lancer dans ces descriptions qui en fait sont des mensonges marketing ou des promesses marketing bizarres et un peu fallacieuses. Je comprends pas trop. Alors que oui, l'idée du blanc, c'est très chouette, hein, et je le trouve vraiment très beau, hein, c'est en tant que produit, c'est des beaux livres qui exploitent bien cette idée du blanc. Et je trouve que le Ghost of Gotham, par exemple, au début, on aurait pu dire que ça marchait pas parce que cette couverture du Batman qui tombe de façon vraiment très chauve-souris en noir et vert sur un fond sombre, ça aurait pu très bien ressortir. Et en fait, je trouve que ça ressort super bien sur un fond blanc. Donc, je trouve que l'idée, Ouais. elle est vraiment bien. Moi, j'aurais juste aimé qu'elle ait une vraie justification de on a voulu changer pour proposer autre chose. Point final. Ouais. Pas la peine d'inventer quelque chose, en fait. Dire changer juste pour changer, quoi, c'est tout. C'est très Ouais, bien donc aussi. ça fait un peu de nouveauté, voilà. Et c'est vrai Alors, que les justifications, voilà. Alors, du coup, Poison fuite des Ivy, gaietés. Ouais. Ah, c'est parti. mettons-nous un petit peu au vert, les amis. Poison Ivy, tome 5, on est toujours sur l'ère Infinite, pour le coup, chez Poison Ivy, puisque c'est le tome 5, ça doit être le dernier tome, je pense, de la série. Non. Non. Non, Non, même pas. ça continue, Ok. c'est ça le pire, Ah, ouais. mais ça finit jamais, c'est pas possible. Pour une durée Euh, indéterminée en plus, hein. Je pense même il y aura un tome 7. D'accord. Ok, ok. Bien, mais et sur ce, j'avais prévu Siegfried pour nous parler de ce Poison Ivy Infinite. J'ai bien compris qu'il n'y aurait pas d'alerte Siegfried, mais Non, pas du tout, non, mais c'est vrai que la longueur de ce run, c'est déjà la première question, parce qu'à la fin du tome 4, on avait déjà l'impression que ça se répétait, même au tome 3, on a déjà l'impression que ça se répétait et que Ouais. ouais. c'était pénible à lire. Au moins le tome 4, bon, déjà, en plus, le tome 4 perdait du temps avec tout un flashback sur l'origine story de Poison Ivy, mais au tome 4, pourquoi ne pas avoir commencé dans le tome 1 ou 2 pourquoi mettre une origin story et expliquer qui est Woodru alors qu'on a déjà combattu 10 fois et qu'on sait déjà qui est Poison Ivy? Enfin, c'était déjà une idée vraiment étrange, on a l'impression qu'on essayait de d'étirer et de perdre du temps en fin de run, mais au moins il y avait une promesse de combat final contre Woodru avec des zombies dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, mais ça donne l'impression d'une vraie clôture. Et en plus, Poison Ivy décidait de ne plus être une déesse et de renoncer à tout projet écologique pour vivre un peu dans son jardin tranquille, isolé. Donc, ouais, ça donne l'impression qu'on revenait vraiment au statu quo. C'est tout nul, hein, c'est. Enfin, pour moi, faire tout un run pour que le personnage principal dise à la fin, bon, bah, en fait, c'était très bien avant mon run, oubliez tout ce que vous avez lu, on revient à un truc classique. On s'y attend dans la continuité, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne la continuité, mais c'était vraiment pas bien. Mais du coup, ça donne l'impression au moins d'une clôture. On s'est dit, enfin débarrassé. Non, du coup, ce tome 5 va devoir démarrer autre chose. Et quand je dis autre chose, c'est autre chose au pluriel. Je veux dire, il y a au moins 3 arcs différents qui commencent là-dedans, euh, sans aucune clôture à aucun des 3 arcs. Donc on se demande un peu comment ça se goupiller, parce qu'en plus, tous ces arcs ne se goupillent absolument pas les uns avec les autres. Et c'est même étonnant de voir le personnage qui est Poison Ivy qui est dans une situation et la page suivante elle est confrontée à un autre arc et la page suivante elle est confrontée au troisième arc et il n'y a aucune connexion entre ces 3 arcs même le personnage ne semble pas conscient qu'il est en train de vivre 3 choses différentes, totalement différentes. Enfin, c'est vraiment géré d'une façon très bizarre et on sent vraiment que l'idée de Willow Wilson, enfin la scénariste, c'est de balancer plein d'intrigues pour être obligé de continuer très longtemps sur ce run, parce que sinon je ne comprends pas, parce qu'en plus enfin, chacun de ces arcs pourrait être autosuffisant et déjà contenir une histoire à part entière, mais le fait d'en faire plein, ça l'empêche vraiment de finir. Et voilà, encore une fois, à la fin de ce volume, bah, il faut au moins un autre volume pour clore ces arcs, et encore, il en faudrait sans doute au moins 2, donc c'est un peu étrange. Et bon, déjà, comme le volume précédent, au début, c'est très étonnant, parce que ça commence par Ivy qui réveille tout le monde dans la maison pour faire un jardin, et tout à coup, on passe à 3, je sais plus, c'est 3 ou 4 nouvelles faites par des scénaristes et des secteurs différents qui abordent Oui. d'autres choses. Et vraiment, mais vraiment qui n'ont rien à voir. On a tout à coup un Batman qui affronte Poison Ivy en ayant des visions sur Cauchemardesque. On nous dit que ça se passe des années plus tôt. Et au bout de 5 pages, c'est fini. D'accord, ça raconte rien en fait, ça servait vraiment à rien. Pourquoi pas. Tout à coup, on a quelque part dans le Wyoming plutôt cette année-là. Plutôt cette année-là, on ne sait pas si c'est l'année des quelques années avant ou l'année de la continuité. Donc on comprend que c'est l'année de la continuité, mais mettre ça juste après un flashback, du coup c'est un peu confus, c'est un peu étrange. Et en plus, c'est juste pour raconter une histoire où Ivy était méchante, parce que du coup, plutôt cette année-là, ça remonte à l'époque où Ivy était méchante, donc plus ou moins dans le tome 1. Pourquoi faire une nouvelle qui se passe dans le tome 1 de Poison Ivy? Ça donne vraiment l'impression que bah, en fait, on a la nostalgie du moment où Poison Ivy avait vraiment un caractère, était méchante et faisait des choses un peu écologiques, était radicale. Du coup, il faut qu'on fasse des nouvelles qui n'ont plus rien à voir avec la Poison Ivy actuelle, parce qu'on a envie de raconter encore des histoires avec cette Ivy-là. Mais enfin, ça donne juste une impression d'incongruité. Et voilà, on a 3 ou 4 une histoire aussi avec Killer Croc qui tue des gens, soit bah, pour rappeler que c'est un grand méchant, ça tranche un peu avec le personnage qu'on définit, mais pourquoi pas, et qui découvre une ville dans le marais qu'il ne connaissait pas et qui est apparue un peu par magie.
puis on n'en parle plus, et puis on en reparlera un peu ensuite, parce que Poison Ivy va se balader dans cette ville, mais on va pas du tout résoudre ou même poser de mystère autour de cette ville, donc on imagine que ça va survenir plus tard, mais voilà, c'est vraiment une espèce de mélange confus de plein de choses, et tout à coup, Ivy dit, bah ça y est, on a bien travaillé notre jardin, bon, vous avez trop travaillé, on va se reposer. Fin du fascicule. D'accord, très bien. Vraiment une espèce de prétexte pour proposer une succession de nouvelles d'anthologies. Mais si c'est pour un premier fascicule qui est supposé relancer Ivy sur d'autres pistes, peut-être que ça serait bien de effectivement la relancer sur autre chose, plutôt que de donner l'impression tout de suite qu'on ne sait déjà plus quoi raconter sur le personnage au point de devoir faire cette espèce d'anthologie qui, en plus, est vraiment pas terrible. Hein, les nouvelles indépendamment seraient tout à fait indignes d'être publiées dans une anthologie Poison Ivy. Au moins, dès le fascicule suivant, on a une bonne idée. Chouette. On a des éco-terroristes qui se revendiquent de Poison Ivy. Et quand je dis éco-terroristes, c'est vraiment des gens qui posent des bombes, par exemple, dans des magasins et qui tuent des gens. Donc c'est vraiment des éco-terroristes. Et qui, médiatiquement, disent qu'ils vénèrent Poison Ivy. Plutôt intéressant. Poison Ivy les confronte. Apparemment, c'est des gros débiles sectaires. Il y a une prophétesse mystérieuse leur a dit que la grande déesse allait revenir et allait sauver le monde et allait remettre la nature partout. Et que pour la faire revenir, il fallait combattre pour l'écologie en mettant des bombes partout. D'accord. Bon, évidemment, Ivy, ça l'énerve un peu qu'on utilise son image pour un combat écologique qui n'est plus le sien parce qu'elle l'a abandonné. Super de rappeler qu'elle a tout perdu en radicalité. Et donc, elle va enquêter là-dessus. À la rigueur, c'est pas bête. C'est juste dommage que ces éco-terroristes, ça soit vraiment, c'est vraiment une secte d'illuminés. Hein. Ils ne parlent que de la première adepte qui a des visions, de la chevaleresse verte qui est Poison Ivy, qui va revenir sauver le monde. Et en fait, je ne comprends pas, parce que le premier tome donnait comme l'impression d'une scénariste qui était assez engagée à gauche, qui était assez engagée dans l'écologie, mais qui essaie d'interroger ça à travers une figure radicale qui était celle de Poison Ivy. Mais chaque fois qu'elle essaie d'avoir un discours radical, bon déjà, elle a complètement abandonné ce sentier-là pour Poison Ivy. Là, on a l'impression qu'elle se moque vraiment de toute entreprise radicale et de l'écologie. Il y a même un moment où Janet se balade dans un magasin et elle explique, en fait, il faut que j'achète la nourriture pour Poison Ivy, mais c'est compliqué parce que il faut que, a priori, le seul truc qui serait comestible serait des noix de pécan s'ils viennent du sud-est des États-Unis. Parce que sinon, n'importe quel autre aliment, c'est du bio, mais en fait, c'est pas du bio. Et ça, en fait, c'est importé, c'est pas bien. En fait, on a l'impression d'un discours qui se moque se moque un peu des hipsters écolos. Et voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre en scène l'écologie dans tout le run de Poison Ivy, c'est pour cracher à la figure des écolos. Ce qui est quand même étonnant pour un run qui commençait par une vraie réflexion sur l'écologie, la radicalité de l'écologie. Là, c'est vraiment que cracher dessus pour des raisons supposément comiques, mais c'est vraiment dépolitisant à souhait que même les éco-terroristes ne soient qu'une secte qu'en fait on va mettre de côté dès qu'il va s'agir de parler de choses sérieuses. Bon, évidemment, je spoile pas, mais c'est vraiment totalement inintéressant la manière dont ça évolue, cette histoire d'illuminés sectaires. Tout à coup, elle réveille, on ne sait pas comment, un berger de la Fonge qui est endormi depuis 10 millions d'années et qui va apparemment tout détruire. Pareil, vous voyez, il n'y a aucun lien entre la ville mystérieuse, la chevaleresse verte avec ses éco-terroristes et ce berger de la Fonge qui est apparemment une espèce de nouvelle menace cosmique, mais ça intervient, chaque intrigue est inaugurée à quelques pages d'intervalle, et puis à chaque fois on a des petits rappels que ça existe toujours, parce qu'on a tout à coup une page, tiens, elle quitte une confrontation avec la secte écologique, tiens, elle rencontre le berger de la Fonge comme ça, dans la rue en se baladant, alors que c'est un monstre qui a 50 mètres de haut et qui est une espèce de monstre primaire plus vieux que le monde. C'est pas très bien dessiné, c'est pas bien dessiné, et à la fois c'est brouillon, mais on sent qu'il y a une volonté d'être ambitieuse en racontant plein de choses, mais en même temps ne racontant rien, parce qu'il n'y a aucune volonté de bien écrire la moindre de ces histoires. Et peut-être que ce sera bien dans la suite, mais on sent aussi que c'est justement écrit pour qu'on espère que ça soit bien dans la suite, alors que pour l'instant on n'oppose aucune base qui puisse laisser espérer la moindre qualité. C'est vraiment c'est vraiment catastrophique, et c'est d'autant plus catastrophique que ça poursuit un run qui était déjà catastrophique dans des voies qui ne sont pas du tout prometteuses et qui semblent au contraire suggérer qu'on va continuer de se moquer de nous en faisant durer quelque chose qui devrait être fini depuis très longtemps et qui ne respecte même pas le personnage de Poison Ivy. Mais si vous voulez du Poison Ivy, allez lire les comics adaptés de la série animée Harley Quinn. Là, Poison Ivy, elle est parfaite. Ici, c'est pratiquement une insulte. Une insulte une insulte vraiment à tous les niveaux, c'est vraiment médiocre. Kevin? Ah non, si, ça finit par un truc pas mal. Ça finit par une nouvelle gothique, toujours par Willow Wilson. C'était un peu de positif, je prends. Mais ça n'a rien à voir avec Infinite.
Donc ça accentue au contraire à quel point une film c'est catastrophique. Mais c'est dessiné par Mike Perkins, donc heureusement elle abandonne pour Takara, mais c'est uniquement pour une espèce de petite nouvelle, on sait pas trop ce que ça fait là. Voilà, mais c'est une histoire gothique assez sombre de Poison Ivy qui est appelée par la sève dans une forêt où des cauchemars éveilleraient des menaces mystérieuses. Et apparemment toute la sève est convoquée, donc elle va rencontrer Swamp Thing, mais aussi pas mal de gens du Parlement des Arbres. Et ça essaie de réfléchir, pas du tout subtilement, mais au moins une tentative de réflexion sur le positionnement de Poison Ivy par rapport à la sève, puisqu'on sait que elle est pas si loin en fait de faire partie du Parlement des arbres, parce que bon, elle est quand même très connectée à la sève. Et justement, quelle est sa posture, quel est son équilibre entre son rapport à l'humanité et son rapport à la sève, et qu'est-ce qui définit en fait le fait d'être protecteur de la nature? Qu'est-ce qui définit le fait d'appartenir au Parlement des arbres? Est-ce que ça veut dire forcément qu'il faut se désintéresser complètement de l'humanité? Est-ce qu'Ivy elle-même ne se désintéresse pas de l'humanité? Enfin, il y a des choses intéressantes qui sont posées, qui sont assez artificielles, mais au moins c'est chouette que au bout de 5 volumes et dans une nouvelle déconnectée de la continuité, Wilson montre qu'elle essaie quand même de réfléchir tout à coup de nouveau un peu à qui est Ivy et qu'est-ce qu'elle fait là. Ce serait mieux qu'elle le fasse en continuité, en racontant ses histoires, parce que ça permettrait justement de donner du relief à des histoires qui en manquent affreusement. Mais bon, au moins elle le fait là. Et ce côté vraiment gothique et sale est quand même plutôt agréable à voir, ça change, donc c'est pas si mal. À toi, Kevin. Que dire de plus? Euh, Non, mais je suis totalement d'accord avec Siegfried à 100%. Je suis à fond d'accord. Je vais commencer par le bon, hein, parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé ce passage à la fin, ce dernier chapitre que j'ai beaucoup plus aimé que tout le récit entier. On a une histoire à quelque chose d'intéressant qui sort un peu de l'ordinaire. C'est vrai que même au niveau du dessin et tout ça, c'est vachement sympa. Poison Ivy fait équipe avec Swamp Thing. Voilà, ils se retrouvent dans la forêt. Enfin, je ne veux pas raconter trop le truc parce que c'est le meilleur truc de ce récit. Hein, voilà. Mais Préserve-le, préserve-le. on va le préserver, hein, parce que en plus, ce que je comprends pas, c'est qu'à la fin de ce chapitre, on a le à suivre. Donc, est-ce que ça va suivre un peu ce qui s'est passé dans ce fascicule-là, ou est-ce que ça va continuer à suivre le reste? Bon, c'est un peu confus, mais bon, pourquoi pas. Mais comme l'a dit Siegfried, c'est catastrophique ce truc. Moi, je trouve intolérable le fait de sortir des récits comme ça de Poison Ivy. Il y a d'autres récits qui valent le coup. Moi, j'aimerais bien, par exemple, il y a le récit de Batgirl sur le nouveau justement DC Prime. On a le Batgirl, j'aimerais bien le lire. Je pense qu'il est 1000 fois mieux que ça. Donc je comprends pas qu'on Attends, sorte. parce que s'ils l'ont pas sorti, ça se trouve, c'est pire, hein, on sait pas. Hein. Donc après, ils sont déjà bien avancés. Je crois qu'ils sont au récit numéro 7 ou 8, je crois, de Batgirl. Donc ils pourraient le sortir déjà, au moins l'annoncer déjà. Mais s'ils le sortent pas, franchement, je comprends pas pourquoi on continue de publier Poison Ivy, qui est juste, franchement, une catastrophe. C'est une catastrophe. Comme l'a dit Siegfried, dès le premier chapitre, on comprend rien. Et, ça passe d'une histoire à l'autre. On Ouais, mais comprend pas. une fois que tu as publié le tome 1, 2, 3, Ah, bah là, 4, t'es t'es obligé. obligé d'aller jusqu'au Non, bout, quoi. non, parce qu'ils ont fait le Batman et Robin de Joshua Williamson, ils ont sorti un tome, on devait avoir le tome 2, ils l'ont jamais sorti. Donc c'est Lequel le... le Batman et Robin de Joshua Williamson, tu sais, avec Simone Di Meo, Ah je oui, crois, Simone c'est ça. Dimeo. Ah oui, il y avait Voilà, on en a eu qu'un alors Diligo. qu'il y a eu une suite normalement. Oui, normalement, il y a une suite, c'est vrai. Voilà, donc ils l'ont oublié. Donc pourquoi, tu vois? Donc enfin, Bah, c'était elle va juste pour arriver, dire non? que voilà, Enfin, je sais c'est pas. non, c'est même bah là on a changé, on est passé à autre chose. Je pense que là c'est mort. Euh, Ok. mais, mais voilà, c'est ça en fait que je veux dire, c'est qu'on sort ce truc alors que, je sais pas, il y a d'autres histoires, disons, un peu mieux, quoi, au moins, parce que ça, c'est vraiment au bas de l'échelle. Et comme l'a dit Siegfried, on passe d'un truc éco-terroriste qui font exploser, d'ailleurs, c'est un magasin bio, voilà. Euh, Ils sont bêtes comme leurs pieds, c'est vrai que je comprends pas. On dirait qu'ils sont possédés alors qu'ils ne le sont pas. Enfin, et comment ils peuvent être aussi nombreux, je ne sais pas. C'est une insulte envers les gens, je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas. Après, on a, comme l'a dit Siegfried, la Fonge qui apparaît de nulle part. Oui, d'ailleurs, il y a un moment où, je ne sais pas comment elle l'apprend, Poison Ivy, mais elle doit se rendre à Seattle et elle ne sait pas comment faire pour se rendre à Seattle.
Parce que voilà, il y a la police forcément qui les recherche à cause de ces éco-terroristes, tout ça. Et à un moment donné, je sais pas, elle veut prendre l'air parce qu'elle sort d'une discussion avec Killer Croc et Janet, la RH. Elle dit ouais, je suis énervé, j'ai besoin de me remettre les esprits en place. Je pars prendre l'air. Je vais essayer de réfléchir pour trouver une solution. Elle sort, elle se téléporte, elle marche dans la forêt et paf, elle se téléporte dans Seattle. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On nous explique rien, en fait. Apparemment, ce serait la sève ou la fonge. Voilà, j'ai pas trop bien compris, mais elle se téléporte. Voilà. Ça, du coup, ça l'arrange bien. Du coup, elle va à Seattle, elle fait son petite histoire, voilà, tout ça. Mais voilà, c'est le foutoir. Et on a aussi l'histoire du village abandonné qui est apparu, qui est sorti de nulle part aussi des marécages suite à la bataille avec Woodru. On a ce village-là, voilà. Bon, on sait pas d'où il vient, on connaît pas non plus. Enfin voilà, pour l'instant ils vont habiter là, quoi, mais c'est tout. Hein, c'est juste de mis de côté. On a aussi une relation amoureuse qui sort de nulle part entre Killer Croc, Killer Croc, Non, Killer Croc. pas Killer Croc. Celui, il existe Excusez-moi, pas. je parle du livre La Crotte. Mais on a une relation amoureuse qui sort entre Killer Croc et Janet la RH. Voilà, bon, ok. Mais sinon, franchement, du début à la fin, je sais pas où on va. Le tome 4 aurait pu être la fin parce qu'on sort du combat avec Woodru, voilà, fini, on passe à autre chose. Là, non, ça continue. Tome 5, on part sur autre chose, mais on sait pas quoi. On sait pas où on va. C'est le foutoir, quoi. Donc, franchement, moi, je dis, il faut pas le lire. Comme l'a dit Philippe, si vous voulez lire du Poison Ivy, c'est vrai que la série Boycott. animée, elle est meilleure. Ah non, mais carrément. Carrément. Ça, pour moi, c'est juste intolérable, quoi. Je sais pas. C'est pas possible. C'est pas possible de gaspiller de l'argent pour ça, sauf si on est ultra fan de Poison Ivy. Moi, je l'ai dit depuis le début, les récits de Poison Ivy, la seule chose de bien, c'est les couvertures. Les couvertures, elles sont magnifiques, à chaque fois. C'est tout. Donc, C'est voilà. déjà pas mal, mais c'est vrai que ça ne suffit pas à investir Non. à chaque fois presque 20 € dedans. Ok, Poison Ivy, pas terrible, et c'est pas fini en plus. Donc, Siegfried, c'est quoi ta note? 0,5. 0,5. On va aller loin avec moi, celui-là, je crois. Kevin? moi, je mets 0. 0. 0. Ah ouais, 0. Écoutez, les amis, ça fait 0,5 hein, avec le 1 de Benoît. C'est vrai. Donc 0,5 sur 5, les amis, pour ce tome 5 de Poison Ivy Infinite. Juste avant de conclure ce podcast, 2 points. Le premier, c'est que on va rapidement, mais très rapidement, parler de Batman No Man's Land, volume 1, qui est sorti dans la collection DC Paperback. C'est une réédition du récit qui avait été déjà édité chez Urban Comics il y a quelques années, qui était épuisé. Donc Urban le réédite sous ce format DC Paperback. Pour rappel, c'est un format souple qui contient un grand nombre de pages. J'ai plus le nom, mais je crois qu'on est presque 600 pages, non? Quelque chose comme ça. Je remonte ça, je vous le dis ça. On est sur 696 pages. 696 Donc pages. c'est vraiment costaud. Je vous invite à aller, pour ceux qui sont curieux d'avoir peut-être un avis plus développé, d'aller voir la review qu'on a sur le site de Batman Legend. Et Kevin, tu voulais en dire quelques mots, toi qui as découvert Batman No Man's Land, du coup, dans ces rééditions. Oui, parce que j'étais un peu idiot à l'époque, j'ai voulu mettre ce récit de côté. Voilà, je suis vraiment très content parce que pendant un moment, je cherchais justement les Batman No Man's Land. On trouve facilement le tome 1, 2 et 3, mais pas le tome 4, 5, 6, ou alors à des prix vraiment énormes. On peut trouver rien qu'un tome à 400 €, voire 300, 200, enfin un truc de malade. Donc je suis vraiment très content qu'ils puissent au moins le rééditer. Après, je dis juste une petite chose sur le format DC Paperback. Je suis très content, franchement, d'avoir ces éditions-là. Ça permet de rééditer, voilà. Ce qu'il y a, c'est que pour les gros récits comme celui-là, presque 700 pages, je trouve qu'il est quand même ultra fragile. Franchement, moi, là, je l'ai lu qu'une fois et encore, j'ai fait super attention. Moi, je suis très, voilà, je suis très maniaque hein, sur mes collections. J'aime quand ils sont propres, quand ils sont carrés. Mais rien que le fait de le lire, voilà, je l'ai abîmé. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est fragile quand ils sont gros. Quand ils sont plus fins, on a du Superman aussi qui a été réédité, où là, on n'a pas beaucoup de pages. Voilà,
c'est plus facile à pas abîmer. Mais là, c'est très facile de les abîmer. Mais sinon, non, je suis très content de pouvoir découvrir ce récit, enfin. On a du coup un gros tremblement de terre qui arrive sur Gotham, qui détruit tout, bien sûr. Ça devient un no man's land. Les États-Unis décident comment dire, d'enlever Gotham City de l'État des États-Unis. Voilà, ils ont plus rien. Voilà, ils sont livrés à eux-mêmes là-dedans. On a plein de petites histoires du coup qui viennent. Enfin, Il faut se on rappeler que vit, c'est un énorme crossover. Hein. c'est un énorme crossover. Les trois, ce sera sur 3 récits là, sur DC Paperback, où chacun auront à Sur peu 3 près 100 tomes. Ouais. pages. Donc c'est des histoires assez énormes, mais je les ai toutes trouvées fort sympathiques. Elles sont toutes très bien. Batman n'est pas vraiment présent. Et quand il est présent, on a un Batman très différent d'aujourd'hui. Il est vraiment beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus énervé. Voilà, il est très énervé, quoi. Voilà, il veut faire tout Il est vénère, c'est solo, un personne vénère. il est vénère, voilà, C'était comme ça dans les il années est cash. 90. Voilà, c'était les années 90. Euh, Et voilà. Mais franchement, j'ai trouvé franchement très bien, malgré qu'il y ait des dessins qui font très vieux. Hein, il y a un peu de cartoon, voilà. Mais globalement, au niveau des dessins, ça passe. Mais voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit des petits récits à chaque fois qui n'avancent pas énormément l'histoire. Voilà, c'est vraiment on vit chaque quartier. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour tel personnage, qu'est-ce qui se passe pour là. Batman apparaît un peu, pas beaucoup. Sur 700 pages, franchement, on peut compter sur les doigts de la main. Mais ça reste hyper sympa et cool à lire parce que voilà, c'est un no man's land, c'est le bordel. C'est l'anarchie, c'est l'apocalypse. Donc c'est vraiment très Ça sympa. nous plaît. Et ça nous plaît, voilà, forcément. Et non, franchement, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire comme moi, bah, franchement, je le conseille. Voilà. Même si, comme Voilà, tu dis, donc on Batman paye No quand même Man's Land, effectivement. 45 € des tomes qui font 700 pages, sachant que celui-là c'est le plus court des 3. Le dernier fera Oui. 750 pages, donc il y a comme une fragilité qui sera d'autant plus grande que le volume sera conséquent, Et, donc ça c'est et, un peu dommage. et c'est vrai que par rapport au prix, je suis d'accord que acheter les 2 tomes, parce que là on a uniquement les 2 tomes rassemblés en un. Pour le prix, ok, ça passe, mais le problème c'est la fragilité de la chose, quoi. 42 € celui-ci. Alors que la couverture, elle est souple, tout se décolle. Enfin, voilà, c'est un peu dommage pour ce prix-là. Alors que s'ils auraient réédité les 2 tomes dans couverture rigide, j'aurais préféré, j'aurais acheté tout de suite. Mais là, ouais, ça c'est Après, fragile. après, ça s'explique effectivement parce que c'est une réédition. Ils savent qu'ils vont pas le vendre à un énorme nombre Voilà. d'exemplaires et que du coup, ils C'est sont obligés de vraiment, limiter les coûts pour pouvoir permettre une réédition. C'est ouais, des c'est choix vraiment pour les gens en éditoriaux. fait qui ont demandé, comme moi, j'ai C'est demandé ça. à avoir du Batman No Man's Land. Donc C'est une forcément, il façon. fallait Ouais. pas s'attendre à. Voilà. C'est vrai qu'au niveau enfin, de l'argent, ils ne pourraient pas se permettre de rééditer en couverture rigide un certain nombre de Bah, bouquins. il Donc là, pourrait, il ils ont pourrait trouvé aussi cette créer de la solution. demande, il pourrait en faire un format de luxe, il pourrait faire du Ouais, mais DC je pense qu'ils Patrimoine en perdraient de rééditant. l'argent parce que il y aurait Ouais, pas mais assez de. quand tu vois leur Batman Archives par exemple, où ils te ressortent 100% des comics Batman des années 80 par exemple, bon, là en l'occurrence, on a un des derniers exemples de vraiment bon event. Et c'est aussi une vraie source d'instruction de voir comment ça a été géré à l'époque, justement aussi par le fait de ne pas Ouais. raconter de gros événements cosmiques, mais au contraire de voir plein de petits personnages et comment un seul événement géographique se répercute sur la vie de plein de personnes. Enfin, c'était Mm. intéressant et ça manque aujourd'hui aux events parce qu'aujourd'hui on fait deux events par an et on a l'impression qu'ils n'ont jamais aucune conséquence. Là, vraiment, on sentait que quelque chose se passait. Et c'était quand même plutôt chouette. Et puis bon, voilà, c'était une époque de sacrés scénaristes quand même. Mm. Voilà, c'est notamment Ah, piloté c'est par vrai Greg que Rucka. Greg qui était le principal, mais on avait eu du Dini, du Dixon, du Ostrander, enfin c'était du Jurgens, mm. et qui étaient pratiquement tous à leur meilleur et vraiment inspirés par cette histoire avec une liberté créative. Mais c'était quand même bien piloté pour qu'il n'y ait pas trop de contradictions entre les volumes. Donc même s'il y a des aspects un peu datés et c'est un peu long quand même parce que bah, du coup l'ensemble ça fait de 2000 pages. Évidemment, comme il n'y a pas d'intrigue linéaire, lire ces 2000 pages ça peut être un peu lourd par moment. Ça reste quand même un sacré exemple de moment où il s'est passé quelque chose dans l'univers d'ici. Et ça, je sais pas, ça fait Ouais. longtemps qu'on n'a pas vraiment ressenti ça à ce point-là dans la Mm. continuité.
Mais c'est vrai que C'est vrai. j'étais assez content de lire ça parce que c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Enfin voilà, il y a plein de sujets aussi. Enfin, je m'attendais pas à voir tous ces sujets-là et aussi bien écrits, quoi. Vraiment, c'est très intéressant. C'était vraiment très bien. Et donc, Voilà je les rappelle que amis le pour... tome 2 Ouais, vas-y. sortira en août et le tome 3 en novembre, donc c'est quand même chouette. Tout va sortir. Bon, en l'espace de même pas 6 mois, ils vont sortir les Ouais. 3 tomes, donc ça, c'est quand même Ouais. appréciable. Ouais, Ouais. ouais. C'est vrai que c'est. Alors après, il faut le budget, hein, faut le dire. Parce que à Ouais. chaque fois, Après, c'est 40 et j'ai hâte quelques de euros. lire la suite. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a lu, on a hâte d'acheter Mais la oui. suite, de lire la suite. Mais c'est vrai qu'il faut le budget, effectivement. Il faut le budget qui suit, les amis, comme toujours, hein, fait en fonction. Et donc, je conclurai vite fait ce podcast, les amis, puisque on vous a posé la question, je mets une petite affiche là, mais on vous a posé la question sur Instagram, si vous vouliez qu'on vous parle du film Superman qui sort donc, qui sort donc en ce mois de juillet, le 9 juillet. Après-demain. Puisque c'est l'arrivée du DCU, du nouveau DCU, du nouvel univers où il y aura Batman bientôt, mais pas pour le moment, puisqu'on démarre avec Superman au cinéma. Et on vous a posé la question sur Instagram, savoir si vous vouliez ou pas un Bat-Talk sur ce film Superman. Vous avez tous voté à plus de 90% pour oui. Donc oui, Mais oui, nous mais oui. prévoirons un Bat-Talk sur Superman. Ce dernier, ce sera donc le prochain podcast de la Team Batman Legend. Et je vous invite, pour ceux qui sont dans la région Aix-Marseille, ce samedi 12 juillet, pour venir voir le film, puisque à la séance de 19h, j'animerai un petit quiz juste avant la séance pour faire gagner plein de lots avec nos partenaires The Artistes Alley et Urban Comics notamment, et le cinéma Pâté Plan de Campagne. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir nous voir. Il y aura moi, il y aura Benoît également, et on sera ravis d'échanger avec vous quelques instants et puis de vous faire gagner ces lots lors de la séance. Voilà, c'est dit. On se donne donc rendez-vous. Ouais. Le quiz, c'est sur Superman ou Batman, du coup? Ça sera Superman. Je m'adapte. Je Ah. m'adapte. Ah, parfait, parfait. Voilà, je prépare mes questions. Il y aura des questions plus faciles et des questions plus difficiles. Voilà, vous pouvez réviser pour ceux qui veulent venir. Mais effectivement, ce sera sur la thématique de Superman, bien entendu. Voilà, donc vous êtes prévenus. La prochaine fois, on se reverra pour parler de Superman, comme quoi tout va à volo chez Batman Legend. Mais on fait avec. Merci On s'en fout. Kevin, merci Siegfried pour votre participation à ce podcast. Merci et à merci toi. à tous ceux qui Merci. ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici. Comme on l'a dit dans On les est des podcasts, fous, on est des n'hésitez fous. pas à mettre des pouces bleus, à mettre des likes, à mettre des commentaires, à mettre tout ce que vous voulez sous cette vidéo ou ce podcast, que ce soit sur YouTube, sur Batman Legends ou sur nos réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait le petit pitch complet, les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Bientôt. Salut tout le monde.